Très bien, il est 9h05, tout le monde n'est pas encore arrivé, mais je vous propose que nous démarrions tout de même. Je vous remercie d'être présent à ce webinaire. Je vais commencer par me présenter. Donc moi, je m'appelle Séverin Legras, je suis consultant depuis une vingtaine d'années maintenant. Je suis spécialisé dans l'accompagnement des transformations agiles, qu'elles soient au niveau des équipes, du leadership ou même des organisations. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce webinaire. Nous allons parler aujourd'hui… Merci Michel. Salut Michel, comment vas-tu? Il y a certains que je connais plus que d'autres hein, dans la tendance. Merci d'être avec nous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire. Nous allons parler aujourd'hui de roadmap agile. C'est un sujet très intéressant et je pense qu'on a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à partager avec vous. On va faire en sorte que ce webinaire soit plutôt participatif, même s'il va y avoir un premier temps où on va présenter des choses et notamment les expériences de mes deux camarades à côté de moi. Et puis ensuite, il y aura un temps pour les questions-réponses. Donc, j'aimerais vous présenter justement ceux qui ont accepté de partager leur expérience avec vous ce matin. On va faire un tour de table des présents dans la salle. Comme vous le voyez, nous sommes 4. On va commencer par Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour, donc, je suis Christophe Godard, je suis consultant et coach agile aussi bien à l'équipe et à l'échelle. Je fais Rhapsody Conseil. Bonjour, je suis Alexia Boulot. Moi, je fais vraiment du product management depuis plus de 15 ans et dans diverses configurations en entreprise ou dans l'administration publique. Bonjour, Stéphane Bell. Moi, je suis CTO chez DPD Group. Donc, j'ai fait une grosse partie de ma carrière dans le conseil IT et j'ai rejoint DPD Group en juin 2019. J'ai pris la responsabilité de CTO. Voilà, vous voyez nos belles photos et nos présentations sur ce slide. Nous diffuserons les slides à la fin du webinaire et comme vous le voyez, le webinaire est enregistré et vous aurez accès au replay si vous le souhaitez. Donc, merci beaucoup en particulier Alexia et Stéphane d'être avec nous aujourd'hui pour partager votre expérience. Pour présenter très rapidement l'entreprise dans laquelle nous travaillons avec Christophe, donc nous faisons partie de Rhapsody Conseil. Rhapsody Conseil est un cabinet de conseil à taille humaine, une centaine de collaborateurs et collaboratrices, et nous intervenons sur toutes les composantes de la transformation, qu'elles soient digitales au niveau du SI, méthodologique, organisationnelle, sur la gouvernance, sur la contractualisation, et également sur une expertise métier dans le domaine des paiements. Nos clients sont de tout secteur et de toute taille, ça va de la start-up aux clients grands comptes. Avec Christophe, nous faisons partie d'une équipe que nous avons appelée Organisation apprenante et Leadership agile. Notre intention, c'est d'accompagner la transformation agile des organisations, mais également le leadership et les hommes et les femmes qui composent ces organisations. Donc, avec l'expertise coaching professionnel et leadership, nous avons plusieurs coach professionnel au sein de l'équipe. Et puis, évidemment, nous avons un ADN agile et donc nous avons des profils Scrum Master, coach agile à l'échelle pour accompagner sur le terrain les différentes équipes. Nous intervenons également sur des formations pour les product owners, les Scrum Masters, les managers et tout un tas de populations qui sont intéressées par ce type de sujet. Avant d'aller plus loin, donc quelques éléments d'organisation autour de ce webinaire. Donc, si vous souhaitez poser des questions, je crois que Sana vient de poster un message dans la conversation. Vous avez donc le petit bouton discuter dans Slack qui vous permet de poser les questions. Nous avons Stéphane et Sana, Stéphane Fister qui est connecté à distance, qui vont modérer les questions. Donc, nous prendrons les questions soit au fur et à mesure parce qu'elles sont en lien direct avec les sujets que nous sommes en train de traiter, soit tout à la fin, nous avons au moins 20-25 minutes pour faire de l'échange de questions-réponses. Le webinaire va se dérouler en 2 temps. Dans un premier temps, nous allons présenter les expériences de DPD Group et VP pour Alexia. Et puis, dans un deuxième temps, nous allons basculer sur un format un petit peu table ronde que j'animerai pour rentrer un peu plus dans les détails des questions que nous pouvons nous poser autour de la roadmap agile. Et dans un troisième temps, donc, questions-réponses ouvertes à vous toutes et vous tous.
OK, si vous avez des difficultés techniques, n'hésitez pas à lever la main et à nous faire signe, nous vous répondrons. Alors, je passe la parole à Christophe pour poser un petit peu le débat autour de la roadmap et de la roadmap agile. Exactement, merci Séverin. Donc déjà, commençons par pourquoi, en général, on a besoin d'une roadmap au sein d'une organisation. Le premier besoin est clairement de donner une direction, de la visibilité en fait aux équipes, une vision et partager de cette vision. Bien sûr, dans la plupart des roadmaps, on va avoir un exercice de découpage et de planification dans le temps, plus ou moins sur le long terme, des fonctionnalités pour construire un produit ou un projet. L'objectif, un des objectifs derrière aussi une roadmap, c'est d'aligner l'écosystème. Ce qu'on entend par écosystème, ce n'est pas uniquement les équipes tech, ça va être aligner aussi les parties prenantes, aligner le métier avec la tech pour réaliser ce produit-là. Bien sûr, ça fait complètement écho au dernier point que vous voyez sur le slide, sur la notion de transparence. Derrière une roadmap, ce qu'on cherche, c'est clairement d'avoir une transparence partagée entre les différents acteurs d'un projet, d'un programme, d'un produit. Et enfin, un dernier point qui n'est pas des moindres, c'est de maintenir et de garder un focus client. On peut très rapidement, au sein d'un projet, perdre quelque part le focus et l'intérêt du client final, de l'utilisateur final. Donc, il est extrêmement important de recentrer tout le travail, notamment le travail de la roadmap, sur l'intérêt des utilisateurs finaux. On peut passer à la slide suivante, pas de souci. Quand on parle de roadmap au sein d'une organisation, il y a souvent, on emploie ce terme un peu à toutes les sauces. En tout cas, c'est ce que je constate assez régulièrement. On parle de faire une roadmap. Mais qu'est-ce que ça veut dire faire une roadmap? Il y a différentes typologies de roadmap et l'intention qui est derrière chacune de ces typologies est vraiment extrêmement importante à comprendre. Si vous parlez de faire une roadmap à long terme ou faire une roadmap à court terme, l'intention est complètement différente et du coup, elle va être faite de manière vraiment différente. Nous, on distingue 3 types de roadmap. On va avoir la roadmap stratégique qui va être là plus pour donner de la vision long terme, pour expliquer le pourquoi, expliquer le but. Donc là, ça fait complètement écho à ce que je vous disais avant sur la partie vision, direction. A contrario, sur du court terme, on est plutôt sur une roadmap, soit sur des roadmaps produits ou des roadmaps programmes, enfin court terme. Ça peut être court ou moyen terme, en fait. Tout dépend un petit peu des enjeux et des problématiques de l'organisation. Sur une roadmap produit, on va plutôt à l'échelle vraiment d'un produit, d'un projet, d'une équipe. Et les problématiques adressées sur la roadmap programme, dont vont nous parler principalement nos 2 invités aujourd'hui, ça va être plutôt de travailler sur, à l'échelle de plusieurs équipes, et comment j'arrive à gérer les dépendances et synchroniser les différentes équipes dans un but commun. Voilà, et donc effectivement, aujourd'hui, la thématique va principalement être centrée sur la roadmap programme vis-à-vis de l'expérience de nos 2 invités. Et c'est ce qu'on constate d'abord la plupart du temps, en tout cas chez les clients chez qui on intervient. Absolument. On a quand même voulu vous donner un petit peu d'exemples un peu concrets sur ce que c'est une roadmap stratégique, une roadmap produit. Sur la partie programme, comme l'a dit Séverin juste avant, on va en parler juste par la suite avec nos 2 invités. Roadmap stratégique, ne serait-ce que déjà là, je ne vais pas rentrer dans le détail nécessairement, hein, mais ne serait-ce que dans la façon de représenter une roadmap stratégique, on voit tout de suite, que vous pouvez voir en bas à gauche du slide, c'est qu'on a différents axes qui vont aller vers une cible commune. Donc, on est vraiment dans l'explication du pourquoi, donner de la visibilité et une visibilité long terme. Pour l'exemple donné ici, on est sur une vision à 3 ans. Et bien sûr, dériver cet objectif commun sur différents axes, c'est les différentes couleurs que vous pouvez voir en dessous. Sur une roadmap produit, là, on va être nécessairement sur une échelle de temps plus courte. Là, c'est plutôt une roadmap produit sur du moyen terme. On peut avoir des roadmaps produits vraiment sur beaucoup plus fins. Et évidemment, la granularité
de ce qu'on va y représenter est beaucoup plus précise. On est moins sur du pourquoi, comme j'ai dit tout à l'heure, mais on est plus sur du quoi. Qu'est-ce qu'on va réaliser en termes de fonctionnalité et quelles vont être les échéances, les principaux jalons sur cette roadmap. Ok. Pardon, c'est la slide suivante, je pense. Dernier slide d'introduction. Alors, je ne vais pas balayer l'ensemble, bien sûr, des écueils que nous, en tant que coach, on peut observer dans les différentes organisations. Je pense que parmi les participants, vous allez tous vous retrouver, peut-être pas dans la totalité des écueils, mais en tout cas un certain nombre. Je vais plutôt m'attarder sur quelques écueils qui me semblent importants de mettre en exergue. Premier écueil, ça va être le travail en silo. Le travail en silo, moi, je le constate souvent chez les clients chez qui je peux intervenir. On peut avoir différentes roadmaps faites par différentes parties, différentes équipes qui participent finalement à un programme commun. Et chacun a sa roadmap, chacun a ses objectifs. Le problème, c'est que derrière, il y a un manque d'alignement et du coup, pour en dégager une visibilité commune, c'est très, très difficile. Donc, notre travail, c'est vraiment d'aller travailler sur et on y reviendra en conclusion de ce webinaire, mais travailler sur de la co-construction. Et deuxième écueil sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est le point sur la certitude dans un contexte d'incertitude. Ce qui fait aussi écho à la vision figée sans changement. On travaille de plus en plus dans un monde complexe, incertain, changeant. Des fois, la roadmap peut être pris comme quelque chose qui va amener de la certitude. Les gens sont rassurés avec une roadmap parce qu'ils se disent je sais où je vais. Toutefois, il ne faut pas oublier qu'on reste dans un domaine, dans un contexte qui est changeant. Donc, la roadmap, elle ne peut pas être figée. Il est extrêmement important d'apporter ce côté vivant dans une roadmap et ne pas rester figé. Ne pas rester à se dire, je l'ai entendu moi à plusieurs reprises, dire c'est la roadmap, il faut la suivre, on est en retard. Non, il peut y avoir des changements, on peut avoir des éléments qui vont apporter plus de valeur. Il est important de les intégrer dans la roadmap et du coup revoir la roadmap dans sa globalité. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas oublier quand on fait un exercice de roadmap, surtout quand on est sur des exercices de roadmap à plus long terme. Je te relaisse la parole, Séverin. Oui, merci. Donc, merci beaucoup Christophe pour cette introduction sur les thématiques. On a souhaité faire assez court là-dedans parce que là maintenant on va rentrer dans le cœur du sujet et ce pourquoi vous êtes venus, je pense. Nous allons donner la parole à nos invités. Donc, on va commencer par Stéphane qui va nous expliquer comment est-ce qu'il a agilisé la définition d'une roadmap dans un grand programme de transformation qui le concerne. Vous l'avez compris, hein, nous avons parlé de roadmap et notre approche, ça va être d'agiliser les roadmaps et d'être en capacité justement de délivrer des roadmaps plus agiles. Je te laisse la parole, Stéphane. Merci Séverin. Donc, je vais commencer juste par une petite introduction sur DPD Group. Donc, DPD Group, c'est la filiale de livraison de colis internationale du groupe La Poste. Donc, on est présent partout dans le monde et on représente plus de 42% du chiffre d'affaires du groupe La Poste. Donc, à l'international, voilà, vous voyez, on est présent quasiment partout dans le monde. On fait près de 15 milliards de chiffre d'affaires. En 2020, on a livré 2,1 milliard de colis. Et chaque jour, on livre près entre 8 et 10 millions de colis. Oui, il n'est pas rouge et tout. Hein. J'ai le bonnet, là. J'ai le bonnet rouge. On va juste couper le micro. Merci. Pardon, Stéphane. Voilà. Et donc, on est très, très présent en Europe. C'est le cœur de notre activité. On est présent à travers les marques Chronopost, DPD, CO en Espagne, BRT en Italie. On est présent dans 25 pays en Europe. On est le premier réseau de routier pour la livraison de colis.
et on a 13% un peu plus de 13% de part de marché. Donc vraiment, l'Europe, c'est notre cœur de métier aujourd'hui. Donc, je vais vous parler du programme Fast Track. Donc, c'est un projet, enfin, c'est même plus qu'un projet, c'est un programme qu'on a lancé début 2020. L'objectif, c'est de créer une plateforme de tracking centralisée pour tout le groupe DPD. Donc, on avait effectivement un certain nombre de legacy dans nos applications avec toutes nos business units. Et donc, l'objectif, c'était vraiment de moderniser tous ces systèmes, donc de partir sur un nouveau système, construire un nouveau système, donc moderniser toutes nos interfaces. Donc, on est passé des interfaces fichiers à des interfaces API. On a mis tout un ensemble de mécanismes qui nous permettent d'être conscients, enfin de voir quelle était la qualité de données qu'on recevait. Et donc, on a commencé ce projet début 2020 avec l'objectif de mettre en production le plus rapidement possible et surtout de remplacer le système existant fin 2022. Donc, on a tenu nos jalons, on y est. Donc là, on va commencer la deuxième phase du programme Fast Track. Mais c'était un programme vraiment d'ampleur puisque notre objectif aussi, c'est de connecter l'ensemble de nos business units sur ce système. Donc aujourd'hui, on a 40 business units qui sont connectés et qui envoient des données et qui reçoivent des données de notre plateforme de tracking centralisée. Donc, c'était un très, très gros challenge avec la mise en place de temps réel, de technologies autour de Kafka, des microservices. Voilà. Après, on a commencé le projet en mode agile. On a commencé petit. C'était à la base un projet qui était piloté par l'IT, puisque on gérait l'obsolescence. Mais au fur et à mesure, le périmètre a augmenté, a grossi. Et là où on a commencé sur un scope qui était, on va dire, relativement connu, au fur et à mesure, on a rajouté des nouveaux besoins. Aujourd'hui, on a 20 applications qui sont connectées sur ce système Fast Track. Donc, c'est un gros challenge. Et c'est pour ça, il y a deux dimensions à ce projet. Il y a la dimension connecter toutes nos business units sur le système. Donc ça, c'est un gros programme où on a voulu faire des mises en production avec nos 40 business units. Mais il y a aussi gérer toutes les applications qui sont connectées, qui utilisent les données Fast Track. Donc c'est là où on a vraiment eu besoin d'agilité. C'est-à-dire que le scope, au départ, était relativement limité, mais au fur et à mesure, on l'a augmenté, on a fait grossir. Et donc, on a commencé vraiment orienté sur la partie développement. Et puis, au fur et à mesure, on a eu besoin de mettre en place cette roadmap agile pour justement communiquer avec l'ensemble des applications qui sont connectées, l'ensemble des autres projets. Donc, Rhapsody nous a accompagnés sur cette phase-là. On a mis en place cette méthodologie de roadmap. On y reviendra peut-être plus tard, comment on l'a mis en place, mais ça a été vraiment quelque chose de très itératif. Voilà. Et donc, ça s'est globalement très bien passé. Et puis aujourd'hui, on est capable de traiter jusqu'à 50 millions d'événements par jour sur cette plateforme et d'interconnecter toutes nos applications et toutes nos business units. Oui, ce qui était intéressant dans la transformation dans le cadre du programme Fast Track, c'est qu'effectivement, il y avait un fonctionnement au niveau de la roadmap qui était plutôt traditionnel. Enfin, j'ai su pilotage de projets ou de portfolios orientés plutôt sur, comme tu le disais, Christophe, en introduction, sur des certitudes, des attentes de certitude, de rendez-vous à ne pas manquer, des choses comme ça. Et on a réussi en quelques mois, parce qu'il a fallu quand même du temps, et on reviendra sur le sujet des itérations, effectivement, dans le tour de table. On a réussi à orienter ça plus sur le partage d'informations pour les directions métiers, l'alignement de toutes les équipes, et ça s'est fait assez naturellement en impulsant progressivement les éléments. Merci Stéphane pour la présentation du contexte chez DPD et de ton expérience. Alexia, tu veux nous parler de ce que tu as fait chez VP il y a quelques années maintenant, ce que nous avons fait ensemble chez VP il y a quelques années maintenant? Tout à fait.
Alors, VP ou l'ex-vente privée en quelques mots, donc c'est un acteur du e-commerce français, le leader de la flash sale en Europe, parce que c'est vrai que tout le monde ne le sait pas, mais vente privée, ça n'est pas seulement français, c'est aussi présent en fait dans le Benelux, Espagne, Italie, Suisse. Il y a un volume d'affaires de 3 milliards, enfin 4 milliards, 72 millions de membres en Europe. Et donc, comme vous voyez, en fait, si on peut faire la liste, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment en fait une entreprise qui, à la base, c'est surtout une plateforme logistique. À la base, Vente Privée, c'était une entreprise qui avait vocation à récupérer les stocks de fin de vie des marques, qui n'étaient pas forcément à ce moment-là des acteurs du e-commerce, qui n'avaient pas forcément d'interface propre. Et donc, notre expertise, c'était récupérer les produits des grandes marques, les afficher et ensuite récupérer les stocks et les expédier. Donc, il y a plusieurs métiers chez Vente Privée ou chez VP. Et là, en l'occurrence, on va vraiment se concentrer sur la partie interface, qui était donc celle sur laquelle moi je travaillais. Donc, les interfaces de vente privée, c'est le site Internet, les applications mobiles, donc iOS, Android, et également site Internet mobile. Alors, il y avait, on va dire, 90 personnes qui travaillaient dans les équipes front, ainsi. Vous avez en gros 60 développeurs, 8 product managers, et vous avez aussi des gens au côté support, et des UX, UI, tout ce monde-là fonctionnant en Triforce. Et donc, chaque équipe étant staffée pour être autonome. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir que, au final, tiens, j'ai fait le schéma dans le mauvais sens. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que le découpage. En fait, là, vous avez tout parcours client de vente privée. Donc, user engagement, c'est vraiment l'acquisition client, l'inscription, l'authentification, mais surtout comment est-ce qu'on fait passer l'utilisateur, enfin le prospect, en fait, au first time buyer, donc au premier achat. Navigation, c'est la homepage de vente privée. Donc, vous arrivez en fait sur la homepage et vous allez naviguer entre les différentes ventes et décider quelles sont les marques que vous avez envie d'aller voir. Une fois que vous rentrez dans la vente, vous rentrez dans le périmètre de l'équipe sales. Donc, c'est catalogue, les fiches produits, la mise au panier et tous les détails techniques qui peuvent aller avec les produits. On avait aussi un produit un peu différent qu'on a intégré qui était une marketplace, donc pour qu'on ne vende pas que il n'y a pas que vente privée qui soit vendeur, mais également d'autres marques qui puissent se positionner. Ensuite, vous arrivez assez naturellement à tout ce qui est tunnel d'achat, où on va récupérer des informations de livraison, des informations de paiement et donc passer au panier. Et ensuite, vous avez donc les derniers produits, post-sales, donc tout ce qui est consultation de la commande principalement, FAQ. Et après, vous avez d'autres produits qui sont un petit peu intéressants. Member Lifecycle, c'est vraiment en fait tout ce qui va permettre de venir rechercher client. Donc les notifications mobiles, les emails, on est vraiment en fait dans l'animation finalement de la vie du client. Et en soutien à toutes ces équipes, on avait une équipe personnalisation qui travaillait sur de l'algorithmie pour afficher des interfaces qui soient personnalisées. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a vraiment découpé le parcours client pour avoir des équipes autonomes qui sont en mesure, en fait, vraiment de prendre en charge toute la problématique avec des OKR propres, avec, donc, on va dire, les taux de conversion. Tout le monde était objectivé sur le taux de conversion, mais on était vraiment descendu côté data pour avoir vraiment le KPI clé pour chacune de ces équipes. Et donc, chacune de ces équipes, là, tu peux peut-être passer au slide d'après, en fait, est un ensemble autonome. C'est-à-dire que ces équipes, donc à chaque fois, vous allez retrouver donc on va dire la Triforce, le trio, donc product management, développement, UX, et ensuite vous allez retrouver QA, des développeurs, et on essayait aussi d'associer à chaque équipe, alors peut-être pas un data analyst par équipe, mais un data analyst pour 2 ou 3 équipes. Donc l'idée, c'est vraiment en fait de mettre un maximum de compétences au service on va dire de l'objectif de l'équipe. Mais après, comme vous le voyez, en fait, le truc, c'est qu'on a découpé un parcours client. En aucun moment, il est possible que les utilisateurs voient la différence d'un produit à un autre. Donc, il y a une vraie logique en fait, de transversalité à travailler. Donc, on travaillait, nous, à notre niveau managérial, c'est-à-dire avec des leads PO, des leads front, c'est plutôt un lead IT, un lead UX, un lead QA. Donc, pour vraiment essayer de s'assurer que on ait vraiment une expérience qui soit la plus fluide possible. Et ça veut dire aussi en fait que quand on découpe ainsi le parcours, on a forcément des sujets transverses. Même si on avait réussi à avoir des équipes qui soient très autonomes, notamment au niveau de la stack technique, vous avez quand même des dépendances, c'est quand même inévitable. Et il y a des projets transverses à travailler. Donc, on avait vraiment un sujet finalement d'arriver à
synchroniser ces différentes équipes. Puis aussi, il y a un sujet de team building, clairement, c'est-à-dire de garder une cohésion dans ce front. On ne voulait surtout pas avoir 8 silos. On voulait vraiment avoir quelque chose qui soit très, j'allais dire communautaire, et c'est un peu comme ça que ça se passait. Alors, du coup, quand je suis arrivée sur cette équipe, donc sur ce front avec 80-90 personnes, le premier sujet, ça a été de faire des roadmaps. Quand j'ai posé la question de est-ce que vous faites des roadmaps, on m'a répondu avec des grands yeux. Donc déjà, on s'est rendu compte qu'on avait quand même un vrai sujet de monter en maturité pour planifier le travail, donc le structurer, mais aussi donner de la visibilité et bien être dans une logique de produit, en fait, de construction de produits étape par étape. L'idée, c'est quand même vraiment de faire circuler l'information au sein en fait, de la tribe, donc au sein des 8 équipes, mais aussi avec tout ce qui est partie prenante et également top management. Donc, on veut… C'était ton tour, pardon, excuse-moi. Merci. Et on a quand même donc un sujet, c'est vrai que j'en ai parlé avant, il y a cette notion d'identifier les dépendances et les risques. Et c'est vrai qu'en fait, ritualiser ça, ça a vraiment du sens. Et le rendre graphique, ça a du sens parce que ça, je pense, il y a une mobilisation, on va dire, de tout le monde sur quels sont les sujets sur lesquels il faut qu'on fasse attention. Et ça reste quand même bien ancré. Donc, c'était quand même assez intéressant en fait, de vraiment ritualiser tout ça. Du coup, là, tu peux changer. Alors, donc, ce qu'on a fait… alors, si on reprend ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, là, on est sur des roadmaps de programmes, dans le sens où on est sur une programmation, on va dire, au trimestre. Ceci dit, il nous arrivait régulièrement de faire des roadmaps à l'année ou au semestre, qui sont plutôt des notes d'intention, c'est-à-dire quel est l'objectif en fait que je veux atteindre, tout en se disant que de toute façon, l'environnement est trop incertain pour qu'on puisse effectivement être sûr de ce qu'on va faire. Par contre, au trimestre, on peut rentrer dans une logique de planification tout en sachant en fait que les choses peuvent bouger tout le temps. Mais l'idée, en fait, c'est quand même finalement, sprint par sprint, de savoir ce qu'on veut faire. Donc, au tout début du trimestre ou à la fin du trimestre précédent, les équipes savaient qu'ils avaient une semaine où on allait travailler sur la roadmap. Alors, on n'a même pas essayé de faire en gros une session de 4 heures où tout le monde présente sa roadmap et tout le monde se pend au bout d'1 heure et demie et plus personne n'écoute parce que c'est un enfer. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est pour garder en fait un focus, on allait en fait découper cette réunion et faire 30 minutes de présentation par jour. Donc, 30 minutes de présentation, 2 équipes par jour. Donc, chaque équipe a 15 minutes pour présenter sa roadmap du trimestre. Ce qui oblige en fait à faire vraiment un exercice de synthèse et à être très focalisé, on va dire. On est vraiment dans une planification au sprint, on était sur des sprints de 3 semaines, ce qui, encore une fois, permet d'être quand même assez précis et aussi, en fait, permet quand même de gérer les dépendances parce qu'à partir de là, si vous avez une dépendance en fait, avec une autre équipe, on a une vraie clarté sur quand est-ce que les attendus, enfin, quand est-ce que le livrable est attendu. Ces présentations se faisaient dans un open space et pas dans une salle de réunion. Et elles sont ouvertes à tous, donc forcément les product managers, les lead développeurs, on leur demandait quand même vraiment expressément d'être là, tous les développeurs que ça intéresse, tous les UX, mais aussi les parties prenantes, donc marketing, commercial. Régulièrement, on voyait descendre la CMO ou le CTO pour regarder un petit peu comment ça se passait et prendre des informations, ou le CPO, bien sûr. Ce qui était intéressant, si je peux me permettre avec ça, c'est qu'effectivement, dans ces sessions-là, les parties prenantes, elles étaient vraiment intéressées pour venir. Et donc, elles faisaient l'effort de participer à ces réunions pour avoir des informations et surtout la bande-son qui vient au-delà de la roadmap qui est affichée sur un écran ou sur un mur. Oui, alors nous, on envoyait des invitations très larges, mais aussi chaque product owner se faisait fort, on va dire, de vraiment aller inviter, chercher les parties prenantes en disant si vous voulez la visibilité sur le prochain trimestre, venez à la roadmap. Et il est toujours question, en fait, c'est aussi un moment de discussion. Donc, au moment de la présentation, c'est le moment aussi où d'un produit à un autre, on se rend compte que, oh tiens, j'avais pas vu ça, blablabla, etc. Où des parties prenantes vont pouvoir poser des questions sur la façon dont la priorisation a été faite. Et donc, en fait, si vous comptez bien, 8 équipes, donc ça fait 4 jours. Et le 5e jour, on prenait une dernière session pour vraiment ressouligner ensemble les dépendances et vraiment, en fait, les visualiser, vous allez voir sur les photos après, et identifier les risques. Et les risques, ça peut être des problèmes de staffing, ça peut être des problèmes, en fait, ça peut être des problèmes vraiment techniques, ça peut être des complexités du UX, etc. Enfin, tous les risques, en fait, sont intéressants. Une question… Michel, oui, sur quelle base les équipes construisaient leur roadmap? Est-ce que c'était à partir des besoins exprimés par les parties prenantes et sous quelle forme ils étaient exprimés, ces besoins?
Alors effectivement, il y a tout un travail en amont, équipe par équipe, de construction de cette roadmap. Donc ils arrivent avec quelque chose qui est déjà fait. Donc il y a la vision qu'ils ont pour leur produit, la façon dont ils veulent le faire évoluer, et toute une discussion avec des parties prenantes, soit en atelier fonctionnel, soit justement en préparation de roadmap. Généralement, leur roadmap, il a préparé dans un premier temps avec les parties prenantes principales ou celles avec qui il savait qu'il y avait des enjeux auxquels il fallait répondre sur ce trimestre-là, et également forcément avec l'équipe développement pour avoir une notion de complexité, de faisabilité qui soit assez précise. Donc, on est quand même déjà dans des choses qui sont assez matures, qui ont été déjà bien travaillées. On est donc plus dans un exercice de communication que dans un exercice de planification pure et dure. Donc, on arrive avec des éléments qui sont déjà bien construits et là, on est effectivement dans de la communication. Ça répond à ta question, Michel? Yes. Quelques photos? Ouais, alors en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est vraiment un rituel, littéralement, qu'on a construit par étapes. Donc, au tout départ, on a fait ça sur un mur dans un open space. Vous voyez, c'est pas extrêmement esthétique. Et la consommation de post-it a été assez, comme tout projet agile, assez conséquente. Et donc, en fait, on a fait ça sur un mur d'open space, ce qui était un peu l'espace en plus d'une équipe, donc ils ont plus ou moins apprécié. Ils ont un peu une sensation de se faire un peu... ouais, complètement. Et on a fait ça, puis on était contents. Et en fait, on a un peu laissé la chose comme ça. C'est-à-dire que j'ai un peu raté le truc, on va se dire clairement, j'ai un peu raté le truc de comment est-ce qu'on la remet à jour régulièrement. Et donc, en fait, on l'a fait 1 ou 2 fois après des réunions d'équipe, genre, ah tiens, en remontant à l'étage, on va remettre à jour la roadmap. Ouais, d'accord, ok, super. Mais en gros, c'était pas particulièrement régulier, ça manquait un peu de sens. Et surtout, à la fin du trimestre, l'équipe en question est venue nous voir en disant, bon, vous êtes jamais là, en fait, ça sert à rien, cette roadmap, nous, on a envie de faire de la déco, donc est-ce qu'on peut la virer? Là, je me suis dit qu'on avait raté quelque chose, clairement. Et donc, du coup, on est parti à l'autre itération pour déjà, on a changé de mur, parce que visiblement, on n'était pas particulièrement les bienvenus à cet endroit-là. Et surtout, on s'est dit, OK, comment est-ce qu'on fait en fait pour remettre à jour cette roadmap vraiment régulièrement? On avait, la première chose, des sprints de 3 semaines. On est sur la roadmap au sprint, donc on s'est dit, en fait, on va la mettre à jour tous les sprints. On l'a fait 1 ou 2 fois. Et en fait, on s'est rendu compte que, quand on s'est rendu compte, c'est vraiment très communautaire. Hein. C'est globalement un PM ou un lead dev qui vient en râlant en disant non, mais ça c'est nul. Donc là, vous dites OK, donc en fait, il faut retravailler mon truc. Et en fait, on avait un rituel dans cette équipe où on était sur des sprints de 3 semaines. On avait un stand-up toutes les semaines où chaque équipe montrait où est-ce qu'elle en était dans son sprint. Donc, première semaine, je présente les objectifs de mon sprint. Deuxième semaine, où est-ce que j'en suis? Quelles sont mes difficultés? Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas? Troisième semaine, qu'est-ce que je pousse en prod? En fait, on s'est rendu compte que cette première semaine où je donne les objectifs de mon sprint, c'était le parfait moment finalement pour mettre à jour la roadmap. Donc, en fait, on a fait bouger le rituel dans l'espace. On est allé se mettre devant le mur et on a lié les 2 rituels et ça nous a permis d'avoir une roadmap qui était très à jour. Donc ça, c'était pour le coup assez vertueux, ça marchait très bien. C'était très fluide. Donc, je pense que ce qui est intéressant, c'est que l'amélioration du process, elle s'est faite en écoutant les feedbacks, en prenant les propositions de chacun, tous les participants et effectivement écouter ceux qui râlent et leur demander de proposer quelque chose. C'est ça. Exactement. Et ça évite certainement les frustrations des gens face à une roadmap qui ne bouge pas. Je pense que ça génère beaucoup de frustration, aussi bien des équipes qui font que des parties prenantes. Oui, alors après, moi, j'avais fait un choix aussi à ce moment-là. J'ai été un peu, comment dire, à ce moment-là, on était quand même encore assez franco-français. On n'était pas passé dans une dynamique très européenne. Et en fait, moi, je faisais de la résistance pour ne pas le mettre sur un profil digital parce que je ne voulais pas que cette roadmap se balade et que, en gros, les gens le prennent pour argent comptant. Pour moi, c'était très important, en fait, qu'ils viennent la voir pour qu'ils se rendent compte qu'en fait, elle bouge. Alors après, bien entendu, de temps en temps, il a quand même fallu la formaliser, mais le format principal, c'était vraiment celui-là. Si je peux me permettre, parce que nous, notre expérience est complètement différente parce qu'on a commencé le projet début 2020, 2 mois après, on avait le confinement. Oui, donc du coup, nous, pour le coup, on a tout fait en digital. On était sur des sessions Teams, on était sur Jira, on était sur du PowerPoint, enfin, on a tout fait complètement à distance. Donc ça, alors pour le coup, on a envoyé des roadmaps figés, forcément, et qui étaient communiqués de façon électronique. Et je voudrais revenir par rapport à ce que tu disais sur cette version itérative. Nous, on a eu vraiment cette démarche aussi complètement itérative. Donc au début, on s'est rendu compte, on avait une vision très loin en disant notre objectif dans 2 ans, c'est ça.
Et on se rendait compte qu'il nous manquait quelque chose, donc on a mis en place cette roadmap de façon itérative. Au début, on est allé un petit peu trop loin et on en arrivait à vraiment faire le sprint planning pendant cette définition de la roadmap. Et du coup, les équipes étaient frustrées parce qu'elles n'avaient plus du tout l'autonomie de dire bah, comment j'organise mon sprint. Donc du coup, on est revenu en arrière, on est revenu sur une vision plutôt 1 mois, 3 mois. Et on a vraiment avancé comme ça, vraiment en testant. Et je pense qu'aujourd'hui, on a quelque chose qui fonctionne bien avec cette vision à 3 mois, qui est glissante. Tous les mois, on va revoir cette roadmap et on la communique à tout le monde, à toutes les parties prenantes pour aligner tout le monde. Il y a une question, une remarque d'Emmanuel, je pense, qui est pertinente à ce stade, c'est comment est-ce qu'on fait quand on est dans un mode de fonctionnement hybride avec des gens à distance et des gens sur site. Alors, avant de te donner la réponse, je peux me permettre peut-être un premier élément de réponse. Là, ces éléments de construction et de synchronisation de roadmap, on voit bien qu'ils sont réalisés, on va dire, tous les 3 mois avec des mises à jour plus fréquentes. Et donc, même si on est dans un mode de fonctionnement hybride, à la manière de ce qui se fait sur des frameworks d'agilité à l'échelle, comme Safe par exemple, qui propose un PI planning en présentiel. Donc, l'idée, c'est d'avoir ces sessions de co-construction de roadmap qui soient réalisées en présentiel, si on le peut bien sûr, une fois de temps en temps, et puis ensuite de digitaliser le livrable. Et on va voir juste après que chez VP, l'étape 3 sur 3, c'est la digitalisation du livrable. Allez, je vais l'afficher. Et de pouvoir, du coup, réaliser la mise à jour régulière de la roadmap en mode distanciel, mais conserver, quand c'est possible, la co-création en présentiel, parce que notre expérience montre qu'en fait, les interactions sont beaucoup plus fluides quand on le fait en présentiel. Christophe, tu peux peut-être parler, tu as eu l'occasion chez un de tes clients actuels d'animer des PI planning, soit en distanciel, soit en présentiel. Tu peux peut-être parler des différences? Oui, tout à fait. Sur du présentiel, comme tu l'as très bien dit, Séverin, on va chercher vraiment à maximiser la dynamique de l'équipe, à maximiser les échanges, et c'est un élément extrêmement important quand on fait un PI planning, c'est ce qu'on veut en ressortir. Et c'est ce que je préconise en général quand on met en place cette dynamique-là. Une fois que cette dynamique-là, qu'elle est bien intégrée au sein des équipes, oui, on peut passer à du distanciel, si on a l'outillage qui va bien sûr avec. Et là, la dynamique reste présente, même si c'est toujours un peu plus difficile de le faire en distanciel. Clairement, la dynamique en distanciel, la grosse différence, c'est que en général, il va falloir avoir besoin de relais aussi au sein des différentes équipes qui vont aller amener la dynamique. Alors qu'en présentiel, comme tout le monde est présent, on peut avoir un facilitateur qui va pouvoir apporter la dynamique globale. Mais en distanciel, on a besoin de relais. Voilà pour cette question. Alexia, on te redonne la main pour la poursuite de ton aventure. Donc oui, on parlait d'hybrid working. Effectivement, en fait, à un moment, chez un privé, on est vraiment rentré, on a mis en place une dynamique européenne beaucoup plus forte, avec une distribution des équipes un peu dans l'Europe. Donc, on est passé mécaniquement en fait à du digital. Et donc, du coup, en fait, c'est finalement la même dynamique. C'est juste qu'en fait, on a posé nos post-it sur Miro. Et tout en gardant le même rituel de partage en fait très récurrent. Donc ça n'a pas été tellement plus compliqué que ça. Et pour l'histoire, oui, celle-ci elle date du Q2 2020. J'ai discuté avec les équipes la semaine dernière, ils utilisent toujours ce format, donc c'est quelque chose qui fonctionne suffisamment bien pour avoir duré avec les amis. Super. Très bien, merci beaucoup Alexia et Stéphane pour ce partage. On a une dernière slide qui vise simplement à reposer les différents sujets importants à prendre en compte dans la construction d'une roadmap agile. Et comme je l'indiquais en introduction, c'est maintenant qu'on va plutôt basculer en format table ronde. Donc, je ne vais pas vous lister tous ces points-là, mais on va plutôt discuter ensemble sur la manière que vous avez utilisée
pour traiter ces sujets-là. Emmanuel, donc si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre dans le chat et puis on les prendra au fur et à mesure en fonction de la thématique de tes questions. Peut-être en introduction, nous avions une question de Michel sur le retour d'expérience de Stéphane chez DPD Group, qui demandait, une fois que le périmètre s'est élargi, et que les équipes métiers sont devenues partie prenante, comment est-ce que vous avez établi et mis à jour cette roadmap et surtout qui décidait de la version finale de cette roadmap? Est-ce que c'était plutôt côté IT, côté product ou côté métier? Et ça rejoint le sujet de co-création là, qui est notre premier sujet sur lequel nous allons pouvoir partager. Alors, c'est effectivement un gros problème. À partir du moment où le périmètre a augmenté, forcément, on avait plus d'interlocuteurs et comme on avait plus de tâches à faire, on a eu beaucoup de difficultés. Donc, on a essayé pas mal différentes listes. C'est vrai que à partir du moment où on avait cette roadmap visuelle, c'était beaucoup plus facile de communiquer sur le fait que on pouvait pas tout faire en même temps. Et donc, on a travaillé pour communiquer sur cette roadmap et montrer que, à partir du moment où on a tous ces chantiers en parallèle, on va être obligé de les étaler dans le temps. Après, avec Rhapsody, on a mis en place aussi, on a testé la méthode ICE, qui était une méthode de calcul de priorisation. Donc, l'ICE, c'est évaluer l'impact, la confidence et l'EASE. Donc, c'est les 3 critères sur lesquels on a évalué tous nos chantiers, tous nos sujets. Et donc, on arrivait à trouver un poids ou une priorité par rapport à tous nos sujets. Et c'est ça qui nous a permis aussi de communiquer avec les métiers pour arriver et dire, vous voyez ça, la priorité est un petit peu moins importante que ce chantier-là. Et donc, on va gérer ça comme ça. Donc, c'est vrai que ça n'a pas été facile, mais on y est allé progressivement. Et cette roadmap, la définition de cette roadmap et la communication et montrer quelque chose de visuel, ça nous a permis de prioriser et puis de communiquer au métier. Alors, on a pas mal de questions qui viennent justement sur la méthode ICE. Qui était responsable du calcul de l'impact? On a défini tout un formulaire avec tout un ensemble de questions. Ces questions ont été, on a ajusté le formulaire, on a testé plusieurs questions, on a évalué les poids. Donc, on avait au sein du programme, on avait une personne qui était responsable de collecter toutes ces éléments auprès de différents projets pour remplir le formulaire et puis donner un point. Donc, c'est vrai que ça a été fait surtout à la base par l'IT. Cette méthode a été poussée par l'IT. Le formulaire a évolué, on a eu plusieurs versions. Et je pense qu'on est arrivé à quelque chose qui était valable et qu'on a utilisé comme ça. Peut-être pour préciser le mode de fonctionnement de la méthode ICE pour celles et ceux qui ne la connaissent pas. Donc, c'est une méthode dans laquelle on va demander à un grand nombre de personnes de faire leur évaluation de 3 critères, donc impact, confiance dans la capacité à gérer le sujet et ease, donc pour faciliter à traiter le sujet. Et en fait, la méthode va moyenner l'ensemble des réponses et donner une vision du coup cohérente et globale. Donc effectivement, c'est directement dépendant de la population qui répond aux questions. Et en même temps, le sujet, c'est d'avoir des points de vue divers dans ces participants. Donc, on avait des gens, comme le disait Stéphane, des gens de l'IT, mais aussi des gens du product et des gens du métier qui, ensemble, ou chacun de leur côté, travaillaient à remplir ces éléments-là et donner une estimation donc, sur les 3 critères I, C et E. On a une autre question qui rejoint une thématique qu'on avait identifiée, hein, qui rejoint également le sujet de la complexité partagée. C'est comment est-ce qu'on gère l'aspect un petit peu politique du programme et surtout la question de Michel, c'est comment est-ce que vous avez géré les tensions quand il y a beaucoup d'attentes et pas assez de bande passante en dev? Peut-être Stéphane, tu peux commencer et Alexia continue. Ça a été un vrai problème. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'on a ressenti le besoin de mettre en place cette roadmap et de communiquer. Donc, il a fallu démontrer qu'on n'avait pas cette capacité à faire tous les sujets et qu'il fallait les étaler dans le temps.
Et donc, c'est cette roadmap qui nous a vraiment permis d'échanger avec les métiers et de montrer les difficultés qu'on avait à ce moment-là et leur dire que votre sujet, on va pas l'oublier, c'est juste qu'on a trop de sujets en parallèle et on va le traiter un peu plus tard. Mais finalement, avoir cette roadmap et montrer que le sujet, il est placé dans le temps et qu'il va être traité, ça nous a vraiment permis de communiquer et de gérer un peu ces difficultés avec les différentes parties prenantes. Je vois qu'on a tous un peu les mêmes problèmes, hein. Beaucoup de choses à faire et pas assez de bande passante. Donc, effectivement, c'est important de les intégrer dans la roadmap. Comment c'était géré ça côté VP? Alors moi, j'ai deux exemples en tête, en fait, notamment, par exemple, sur User Engagement, qui était donc une équipe en fait qui gérait tout ce qui était acquisition. Donc, du coup, vous avez tout ce qui est Facebook Tag, etc. Et tous ces outils de tracking, sont assez complexes à mettre en place, deux, extrêmement chronophages, en fait, notamment à débugger quand il y a un problème. Et en fait, il y avait pendant vraiment un temps un vrai hiatus entre l'équipe business et l'équipe produit qui ne comprenait pas pourquoi on allait si vite, etc. Et on a vraiment énormément travaillé sur le lien, la relation en fait entre les deux équipes pour que d'une part l'équipe business explique bien ses enjeux, pourquoi elle a besoin d'avancer sur tel ou tel sujet, et que l'équipe de produit elle tente d'expliquer les complexités qu'elle gère, le temps que ça prend, etc., etc. Et on a vraiment travaillé sur la proximité de ces équipes-là. Donc, en fait, nous, j'ai un exemple assez, on va dire, connexe avec Marketplace. On avait des équipes métiers qui, là, pour le coup, n'avaient pas très envie de comprendre comment fonctionnait l'agilité, clairement. Et donc, on leur a expliqué X fois comment ça marche. Déjà, arriver juste avec une solution, c'est pas mal d'arriver plutôt avec un problème et de vraiment retravailler, en fait, justement sur une logique d'être user-centric. Et ensuite, de beaucoup expliquer, en fait, dans le produit, il y a aussi toute une partie de tâches techniques, il y a des choses en fait, qui prennent du temps, il y a parfois de la refacto, etc. Et d'expliquer, en fait, on va dire, la partie immergée de l'iceberg. Donc, nous, on est plutôt passé sur on va dire, de la pédagogie. Après, quand on avait vraiment des tensions, notamment, par exemple, entre différents départements qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que leur feature n'a pas été priorisée versus les autres. Et là, en fait, on rentrait dans des problématiques de priorisation. Et c'est la même chose, en fait, un peu plus que raconter Christophe. En fait, si on repart sur des modèles genre ICE, où là, en l'occurrence, on faisait des matrices de pondération, enfin des matrices de priorité avec les différents critères, en fait, de priorisation et de la note pour essayer de factualiser le plus possible le débat et être très transparent sur la façon dont on priorise. Merci. Alors, on va rentrer un peu plus dans les sujets de priorisation. Il y a quelques questions qui sont là-dessus. Mais comme tu as parlé des métiers, moi, je voulais qu'on discute du sujet qu'on a mis en violet ici, qui s'appelle niveau de confiance. Donc, comment est-ce qu'on est capable de communiquer sur le niveau de confiance qu'on a à l'intérieur de cette roadmap et en fonction des différents espaces-temps, ou en tout cas des jalons futurs. Comment est-ce que vous communiquiez sur ces éléments-là? Alors moi, j'ai un exemple qui n'est pas VP. En fait, j'ai travaillé chez Payfit et on a travaillé sur un asset technique avec une dette technique endémique. Enfin, vraiment, c'est un peu un enfer. Enfin, on avait vraiment des grandes difficultés pour avoir un niveau de confiance sur notre capacité à délivrer à un temps X. En fait, vraiment, tout ce qui était estimation de la complexité était vraiment difficile. Et en fait, moi, chaque fois que je faisais des roadmaps, je mettais des warnings partout en expliquant que, en fait, l'idée, c'est que ces roadmaps, elles se promènent. Enfin, on n'est pas toujours là à côté pour expliquer le niveau de confiance. Donc, moi, c'était très graphique. J'essayais vraiment d'expliquer que c'était du work in progress, et en fait, de même mettre des niveaux de confiance derrière chaque équipe ou chaque stream pour bien expliquer que là, en fait, on est encore en train de réapprendre cet asset. Il faut qu'on arrive à rentrer en maîtrise et on est en train de travailler dessus. Je pense que c'est un sujet important. C'est quelque chose que nous, on préconise systématiquement avec Christophe quand on accompagne nos clients, de bien formaliser et rendre extrêmement visible le niveau de confiance associé à un jalon en particulier. Pour faire très simple, si on a une roadmap à 12 mois, les 3 premiers mois, on est plutôt confiant sur la capacité à rentrer dans les clous sur 80% de ce qui est marqué dans la roadmap. Le trimestre d'après, moyennement confiant, et les 2 suivants, assez peu confiants, parce que de toute façon, on sait très bien qu'il y a des nouvelles priorités qui vont arriver et qu'il y a des changements qui vont avoir lieu. Donc, il est important de rendre très visible et lisible sur le support de la roadmap, c'est ce que tu disais, en mettant des warnings, en mettant des triangles rouges. Enfin bref, il faut rendre visible le fait que
une roadmap à 12 mois n'est pas un engagement à livrer quelque chose dans 12 mois parce qu'à date, on n'a aucune certitude sur notre capacité à livrer réellement ce truc-là à ce moment-là. Le but, c'est bien sûr d'aller le plus possible dans cette direction-là, mais on sait que ça va s'ajuster et ça va bouger. C'est juste redonner finalement sur du long terme de la visibilité. On revient à l'intention de visibilité. L'intention, c'est de donner de la visibilité, pas de s'engager sans et où sur le sujet. Stéphane? Si je peux, ouais. Donc nous, effectivement, le niveau de confiance, c'était un dialogue permanent avec les équipes. Donc c'était effectivement, on leur disait, voilà, nous à un mois, on a un bon degré de confiance. À 3 mois, 6 mois, effectivement, le niveau de confiance diminue. Mais c'était vraiment de la pédagogie et de l'explication permanente pour dire et démontrer aussi que ce qu'on avait priorisé à un mois, ce qu'on avait mis dans le sprint, c'était sorti, ça marchait, et que voilà, on a gagné la confiance. On a vraiment expliqué, on a expliqué la méthode, la démarche. Donc c'était effectivement très important. Ok. Je vous propose qu'on parle un peu du sujet priorisation, parce que je pense que c'est un sujet assez clé. Alors, on a parlé des éléments de priorisation métier avec les méthodes ICE ou la matrice de valeur métier que vous utilisez chez VP. On a pas mal de questions et je pense qu'il est intéressant de rentrer sur comment est-ce qu'on priorise les sujets techniques, la dette technique, les migrations, les problématiques infra, ce genre de choses. Comment est-ce qu'on intègre ça dans une roadmap business, mais qui en fait intègre aussi des éléments techniques. Et puis la deuxième question, c'est sur la gestion des dépendances. Donc, parlons peut-être dans un premier temps de comment intégrer les sujets techniques dans vos roadmaps. Alors, nous, on l'a pas intégré. En fait, c'était vraiment ou très peu intégré. On a vraiment, cette roadmap, elle était vraiment orientée métier. Donc, tous les sujets techniques, c'était à la main de l'équipe agile. Ils avaient vraiment cette autonomie pour prioriser et pour dire dans ce sprint-là, on va travailler sur ces sujets techniques. Donc ça, c'était vraiment important parce que on a construit une plateforme technique avec des volumes de données très très importants. Quand je disais on est capable de traiter 150 millions d'événements par jour, on avait des problématiques de performance très très élevées, une grosse exigence sur les performances. Et donc ce chantier technique a toujours été très important dans notre travail. Donc on mettait pas en évidence ça au niveau de la roadmap. La roadmap était vraiment orientée métier. Mais finalement, c'était la responsabilité de l'équipe et l'autonomie des équipes de développement de prioriser ces chantiers techniques avec parfois des dépriorisations de chantiers fonctionnels parce qu'on a rencontré des problèmes de performance. Je me souviens l'année dernière, sur la même période, on a eu des gros problèmes de performance, donc on a dépriorisé des chantiers fonctionnels pour avancer. Et donc évidemment, on a mis un jour la roadmap. Et là, c'est de la communication et c'est de l'explication pour dire on n'a pas pu travailler sur votre sujet parce qu'on a dû faire face à ces problèmes de technique. Il faut préciser que dans le contexte de la livraison de colis, le mois de décembre est le plus gros mois de l'année. Ouais. Donc, j'imagine que VP, c'est pareil aussi. Mais oui, on a des gros volumes et donc les performances sont la priorité. Ouais. Et donc, c'est intéressant. Donc, ça veut dire que toi, en tant que CTO, tu as aussi finalement donné une guideline aux équipes en leur disant de réserver de la capacité pour traiter ces sujets techniques en parallèle des sujets métiers. Alors, évidemment, quand on a commencé le projet, on a dit dès le début, on va être en mode DevOps. Les développeurs, vous avez la responsabilité du bon fonctionnement de la plateforme. C'est votre problème. S'il y a des problèmes de performance, c'est votre priorité, c'est de résoudre ces problèmes-là. Donc, on l'a clairement annoncé comme ça. Et donc, du coup, la priorité en découle. La priorité des sujets techniques, des performances en découle. OK. Un commentaire chez toi, Alexia? Nous, on était dans une logique plus... l'idée, c'était quand même vraiment de donner une vision très complète, notamment aux parties prenantes, pour bien expliquer ce que fait les équipes, pour éviter la question du « je comprends pas pourquoi ça sert pas, c'était si simple à faire ». Donc, du coup, on mettait quand même vraiment tous les sujets techniques. Et après, la priorisation, elle se fait par la criticité, la plupart du temps. Ça peut être des changements de version, etc. Effectivement,
Quand moi je suis arrivée, il faisait encore des sprints blancs de temps en temps, ce qui je trouvais assez dangereux parce qu'en fait, souvent ça ne tient pas vraiment ses objectifs. Donc on a vraiment parti du principe de. Le sprint blanc, c'est un sprint 100% technique. Hein. Exactement. Et ce que moi je trouvais relativement peu intéressant, donc on a vraiment. C'est la même logique que ce que disait Stéphane. C'est en fait, vous êtes responsable de la qualité de votre produit, vous êtes responsable de sa performance. Faites en sorte que ça change assez régulièrement. Et après, quand on parlait de dette technique, alors on n'a jamais eu trop le sujet chez les ventes privées. Pas qu'il n'y ait pas de dette technique, mais c'est pas du tout le point. Mais pareil, dans d'autres univers, nous, on essayait de mettre une valeur business en fait derrière la dette technique, notamment quand il s'agit en fait, par exemple, de manque à gagner, quoi. Tout simplement, genre, si on arrive à valoriser, alors c'est forcément une hypothèse, mais si on arrive à avoir, par exemple, je gagne en time to market ou je vais gagner en stabilité, etc., et donc perdre moins de chiffre d'affaires. Littéralement, d'ailleurs, c'est un travail qu'on avait fait à un moment, vente privée avait des vrais problèmes de performance, et à un moment, on l'avait valorisé en mettant le chiffre d'affaires perdu. Je vois une remarque d'Idrissa, où effectivement, c'est une conversation qu'on a eue avec Idrissa hier sur le sujet de la valorisation de la dette technique. Et effectivement, donc vous voyez, il y a plusieurs écoles. Hein. Est-ce qu'on intègre ou pas les éléments techniques dans la roadmap? Ça va dépendre aussi de votre contexte. Ça va dépendre de à qui est destiné principalement. Cette roadmap qui, vous l'avez compris, est avant tout un outil de communication. C'est bien sûr un outil de synchronisation entre les équipes, mais c'est avant tout un outil de communication. Donc, si on est plutôt côté métier, on va mettre le focus plutôt sur les éléments métiers dans la roadmap, et c'est ce qui est fait chez DPD. Si on est plutôt toute population confondue, on va dire, on va pouvoir intégrer des éléments IT dedans. On avait un sujet important également, et j'aimerais qu'on rentre dedans, c'est comment est-ce qu'on gère les dépendances. Vous avez tous les deux des contextes, vous êtes tous les deux, au contexte programme, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs équipes produits qui travaillent en parallèle sur un même programme ou sur un même périmètre. Il y a des interdépendances entre ces équipes-là. Il y a peut-être même des interdépendances avec des équipes qui sont dans d'autres domaines métiers. Comment est-ce qu'on gère ces interdépendances? Comment est-ce qu'on les représente aussi dans la roadmap? Alexia? Alors, la représenter, en fait, nous, littéralement, vous voyez, on avait un superbe échantillonnage de couleurs de post-it. Et en gros, ce qu'on faisait, c'est littéralement, on matérialisait la dépendance avec un fil ou avec un trait, en fait, entre deux user stories. Rien de mieux qu'un bout de ficelle pour représenter une dépendance sur un tableau. Parce qu'en fait, littéralement, le moment où la roadmap en fait, se met à jour, ça décale, et littéralement, vous voyez votre fil d'un coup qui commence à faire la tête, et vous dites, ah non, donc on va avoir un petit problème de dépendance à droite à gauche. Après, il y a plusieurs sujets, en fait. Je pense qu'il y a les dépendances simples, dans le sens où c'est finalement une dépendance entre deux équipes. Et bon, où là, globalement, c'est un sujet d'anticipation. Et en fait, ces roadmaps étaient des très bons moments de communication entre DPM, parce que j'en ai vraiment vu qui ont dit « Ah, mais t'attends ça, mais moi, j'étais pas prêt, etc. » Donc, c'est vraiment aussi de déclencher les conversations. Après, pour moi, il y a aussi des dépendances plus complexes quand on est en fait sur des projets transverses qui vont impacter plusieurs équipes. Là, pour moi, ça demande quand même vraiment une prise, on peut le stigmatiser sur la roadmap, mais ça raconte aussi qu'il faut mettre en place on va dire une gouvernance avec un lead et éventuellement peut-être des rites associés au projet pour s'assurer en fait qu'on ait une communication qui soit adéquate. En fait, ça permet au moins d'être proactif, on va dire, sur l'arrivée de ce genre de projet. Donc, nous, on a la même chose. On a identifié sur la roadmap, on a mis des flèches pour identifier les dépendances. On a quand même cherché à minimiser ces dépendances pour nous simplifier la tâche. C'était aussi les réunions de revue de roadmap, c'était les moments où on voyait ces dépendances et on se disait ah mais non mais là ça va pas marcher, là il y a un problème, il faut qu'on redivise cette fonctionnalité là, enfin cet item là. Peut-être qu'il va falloir travailler d'abord sur cette partie là pour éviter d'avoir cette dépendance. Donc on a travaillé, c'est la roadmap qui nous a permis aussi de voir ces dépendances, de travailler sur ces dépendances pour les limiter. Parce que c'est vrai que quand on crée des dépendances entre les projets, il y a toujours un moment où il y en a un qui attend l'autre et il y a des formes de blocage. Donc, c'était vraiment la roadmap nous a permis d'identifier ces dépendances et de travailler pour réduire ces dépendances. Ok, intéressant.
Du coup, on a vu ici quelles sont les caractéristiques d'une roadmap agile, donc la notion de co-création, être transparent sur les changements, ça veut dire être en capacité, pas communiquer très régulièrement et indiquer quand les choses ont changé. On a parlé de complexité partagée, de priorisation par la valeur, de niveau de confiance globaux au niveau de la roadmap, d'avoir une vision itérative, c'est-à-dire qu'elle va changer en permanence et intégrer finalement des éléments à la fois court terme et long terme à l'intérieur de cette roadmap avec ces itérations à définir au mois, au trimestre, à l'année par exemple. Et puis bien sûr mettre à jour régulièrement cette roadmap. Donc ça, ce sont les caractéristiques d'une roadmap agile, on va dire. À quel moment on se dit que, parce qu'il y a aussi une autre manière de gérer de la roadmap, qui est de définir une cible et une trajectoire et s'y tenir. Voilà, ça c'est le mode, on va dire, un peu plus traditionnel. À quel moment on se dit qu'il faut traiter la roadmap de manière agile? Quelles sont les conditions nécessaires qui vous ont engagé à traiter la roadmap de cette manière-là? Nous, on avait un horizon. Hein, l'objectif, c'était septembre 2022, avoir remplacé tous les systèmes legacy. Donc la roadmap de ce côté-là, elle était très claire. On a commencé le projet en agile dès le début, et donc c'était une évidence de tout faire en agile. Et de traiter les priorités et de définir les priorités et puis de gérer tout le reste de façon agile. Donc je dirais que pour moi, c'était forcément une évidence parce que on est parti sur un projet quasiment de zéro et on avait cet objectif très clair en septembre 2022. Donc voilà, ça a toujours été évident. Ok. Alors, à mon avis, une roadmap, pour moi, c'est vraiment censé présenter où j'en suis, quel est le pourcentage en fait du travail que j'ai fait, qu'est-ce qu'il me reste à faire pour atteindre les objectifs que je me suis fixés, et donc pas dire en gros comme un GPS, j'arriverai à 20h34. En Le gros, fameux ETA que certains autour de la table connaissent. On a des entreprises qui sont très drivées par l'ETA. ouais. Après, comment dire, nous, on l'a fait. Alors, en fait, c'est un peu ce que je disais pendant la présentation. Structurer la pensée des PM parce que ça partait un petit peu dans tous les sens. Et en fait, mécaniquement, faire une roadmap, c'est un exercice de priorisation en tant que tel. Donc, ne serait-ce que ça, en fait, c'est important. Donner de la visibilité aux équipes en interne, aux parties prenantes, et en fait au top management. Et en fait, il y a quelque chose aussi qui est de l'ordre de la motivation, c'est-à-dire que globalement, quand vous savez où vous allez, vous y allez quand même plus sereinement. Et pour des équipes, de leur donner de la visibilité à 3 mois en disant une fois qu'on a fait ça, après on fera ça, et ensuite on fera ça. Et ça permet aussi de déclencher des conversations du pourquoi et comment on construit le produit, quels sont les objectifs et quelle feature va contribuer à quel KPI et délivrer de la valeur. Pour moi, en fait, c'est aussi un truc de motivation d'équipe, en fait, de management. Ok. Merci beaucoup à tous les deux. Avant de rentrer on va reprendre la liste de toutes les questions. Je pense qu'on a répondu à certaines des questions déjà, mais on va les reprendre juste après. Avant tout ça, je voudrais vous demander de nous raconter un petit peu la face cachée de l'histoire, parce que là, vous nous avez raconté la belle histoire, hein, où tout fonctionne bien, où tout va bien. Mais je pense que ça intéresse aussi nos participants de savoir quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, les moments un petit peu charnières où vous êtes retrouvés en face de choix cornéliens et comment vous avez géré ces difficultés-là. On peut commencer par Stéphane, peut-être? Ouais. Moi, c'est ce que je disais, c'est que au début du projet, on avait une idée du scope du projet qui était connu, et au fur et à mesure, on a rajouté des nouveaux besoins. Et donc, c'est là où on a eu vraiment de la difficulté. Donc, on n'a pas forcément augmenté la taille de l'équipe en conséquence. Mais comme on avait des nouveaux besoins, des nouveaux projets, des nouveaux usages sur cette plateforme data, et du coup, on a la charge de travail a explosé. Et c'est vraiment là qu'on a eu ces grosses difficultés sur la roadmap, et c'est là où on a vraiment eu des difficultés pour communiquer. Et donc forcément, on a déçu parce que on a décalé des sujets. On leur a dit non, ça on peut pas le faire maintenant, et on le fera dans 2-3 mois.
Donc, c'est là où on a vraiment eu beaucoup de difficultés. Et pour les équipes aussi, c'était très compliqué parce que, au final, on avait des objectifs. On avait les objectifs de la plateforme de faire fonctionner et que ça fonctionne bien et qu'il n'y ait pas de problème de performance. Et d'un autre côté, on leur disait, mais non, mais il faut aussi avancer sur ces sujets-là. Il va falloir faire des choix. Et donc, c'est là où il y a eu des frustrations de la part en même temps côté produit, enfin côté les projets qui étaient le métier et côté développeur. Donc c'est là où on a eu vraiment des difficultés. Donc on a eu une période qui a duré entre 6-8 mois où ça a été très compliqué. On avait beaucoup d'activités. On n'a pas pu augmenter évidemment la taille des équipes et donc il y a eu des déceptions et on a dû faire des repriorisations. Super, merci Stéphane. Alexia? Alors, l'outil en lui-même, en fait, ça a toujours été quand même assez fluide. Enfin, en gros, bon, à part effectivement des remontées régulièrement à base de sortez de mon open space, j'en ai ras-le-bol, etc., etc. Après, régulièrement aussi, on en a rediscuté, donc pour le coup avec moi, avec mon équipe de PO, en disant ok, est-ce que ça marche toujours bien? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour apporter plus de valeur? Et quand eux me disaient oui, c'est un peu chiant à faire, ok, très bien, mais alors, est-ce que vraiment c'est inutile? Alors, donc on a eu des conversations. Enfin, moi, j'ai toujours trouvé que ces outils-là, en fait, c'est vraiment le fruit d'une intelligence collective. Donc, globalement, ça, c'était assez fluide. Après, en fait, faire une roadmap agile, par exemple, ça montre quand on a une équipe qui décale et qui décale ses post-it sprint après sprint et que on voit qu'en fait, le delivery est tout petit et qu'il y a de plus en plus de choses en fait qui sont décalées, en fait, ça raconte une réalité, ça permet de poser des questions, de se dire, OK, on va s'asseoir au coin d'une table et se dire qu'on a un problème de vélocité ou un problème technique, enfin, discutons-en. Donc, ça nous a plus permis de mettre en lumière des problématiques qu'on verrait aussi avec un board chart, très honnêtement. Mais en fait, encore une fois, moi, je trouvais que c'était des lanceurs de conversation. Donc, l'outil en lui-même, j'ai pas vraiment de face cachée de la ligne. OK. Je pense que ce qui est intéressant peut-être pour conclure un petit peu sur le sujet de la roadmap, c'est que peu importe la manière dont on le réalise et comment on le fait, ce qui compte, c'est de l'améliorer en permanence. Et aussi, ce qui est important, c'est que nous, on a organisé ce webinaire pour partager des expériences et pas pour vous dire comment doit être fait le roadmap. Il n'y a pas de recette magique qui résout tous les problèmes. Il y a plutôt des choses à expérimenter en face de chacun de vos contextes, parce que je pense que vos contextes sont probablement différents des contextes de DPD Group ou de VP. Et donc, il est intéressant de prendre des bonnes idées dans tout ce que vous avez entendu aujourd'hui et ensuite de tester des choses, d'expérimenter et d'être OK sur le fait qu'il y a des choses qui vont pas marcher et qu'on va pouvoir changer et modifier là-dessus. Merci à tous les deux pour ce tour de table. Donc, quelques questions que j'ai vues. Alors, on en a une un peu technique sur est-ce qu'on a un retour sur les plugins des outils comme Agile Hash pour Jira ou Roadmap pour ServiceNow? Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'utiliser ces outils-là dans vos contextes. Jira, moi, je pense que pour utiliser Jira sur ces choses-là, il faut vraiment le maîtriser très bien. Donc, j'ai pas vu beaucoup d'entreprises qui savent vraiment totalement utiliser Jira. Moi-même, je ne sais pas l'utiliser. Effectivement, sur Jira, donc au-dessus de Jira, il y a un plugin qui est censé être capable de travailler sur ces roadmaps. Pour être très transparent, Serge, de notre côté non plus, Christophe et moi, nous n'avons pas utilisé encore ce plugin-là. On a un client chez qui on est en cours d'expérimentation sur un plugin, c'est sur IOBA. C'est pas encore en place, mais il y a une intention là-dessus. C'est sur justement le plugin Agile Hive. Plutôt dans une démarche, c'était vraiment une démarche de mise en place de Safe sur différents périmètres. Et l'intérêt de ce plugin, c'est qu'il est relativement complet et compliant par rapport au modèle Safe. Et il intègre vraiment les différentes couches du framework Safe, du train jusqu'à la notion de gestion de portefeuille au global de l'entreprise. Ça, c'est le plus, en tout cas, par rapport au contexte dans lequel moi j'interviens chez ce client. Moi, le plus que je vois, encore une fois, c'est pas vraiment un retour d'expérience parce qu'il n'est pas encore en place, mais j'ai déjà quelques éléments en fait
sur ce plugin et ce que veut en faire mon client. Ça va être clairement d'avoir quelque chose de beaucoup plus intégré entre… Aujourd'hui, en fait, on a… ce client utilise IOBIA pour tout ce qui est management visuel. On pourrait très bien utiliser un Miro, un Capsule, peu importe. Et on a Jira plus pour la partie opérationnelle au quotidien. Donc, il y a souvent la synchronisation entre les deux, elle n'est pas encore bien là. Donc, ce que je vois de mettre ce plugin Agile Hive, ou un autre plugin, hein, d'ailleurs, Jira pour faire ça, c'est d'avoir tout dans un seul et même outil. Et donc, de pouvoir gérer typiquement un PI planning directement au sein de Jira et de ne pas avoir à le faire sur deux outils. Donc, si vous êtes face à cette problématique, oui, c'est intéressant, je pense, d'aller vers ce genre d'outils. Que ce soit Agile Hive ou un autre plugin, hein, j'en connais d'autres comme Jira Align, des choses comme ça, qui sont assez similaires. Donc, voilà. Voilà le maigre retour d'expérience, entre guillemets, mais encore une fois, c'est pas… j'ai pas encore tous les éléments pour pouvoir répondre au plus profond par rapport à cette question. Ok, Michel, je contacterai tes anciens collègues, Michel, avec plaisir pour avoir des infos sur Jira Hive. On avait quelques questions d'Emmanuel. Alors, Emmanuel, est-ce que tu veux prendre la parole? Enfin, je pense qu'il y a deux questions auxquelles on n'a pas encore répondu. C'est comment gérer la roadmap stratégique et comment est-ce qu'on intègre la roadmap stratégique avec cette roadmap programme. Puis il y avait une autre question qui est plus de clarification, je pense, sur l'organisation. Comment est-ce que vous aviez des Scrum Masters qui étaient dans les différentes équipes? Donc peut-être on peut répondre à cette première question-là d'organisation. Vous aviez des Scrum Masters dans votre organisation? Et comment étaient-ils intégrés? C'est Scrum Master, oui, c'est Rhapsody qui nous a aidés. Oui, alors on a évolué sur l'organisation, donc avant que Rhapsody nous aide, on nous accompagne, on avait un Scrum Master qui gérait l'ensemble de l'agile. Quand vous êtes arrivé, on a travaillé avec vous et puis on a remis à plat certaines pratiques. Maintenant, l'équipe vole de ses propres ailes, mais donc on a réintégré le Scrum Master dans l'équipe. Donc oui, évidemment, on a le Scrum Master qui intervenait sur l'ensemble des tâches, donc que ce soit sur la priorisation, le sprint planning, ou sur la définition de la roadmap, ou sur sur cette définition de la roadmap. On a aussi une personne type PMO qui mettait et qui gérait et qui communiquait, qui envoyait les roadmaps à toutes les parties prenantes. Donc plutôt un Scrum Master chez vous qui est dans un rôle de facilitateur, qui aide à faire émerger les idées, les informations, et un rôle de PMO dans le rôle est de coordonner et mettre à jour et communiquer autour de cette roadmap. C'est ça. Ouais. Pareil. Je suis pareil. Formidable Scrum Master Rhapsody qui nous ont aidés en fait à vraiment mettre l'organisation produit de cette tribe en fait en marche, c'est-à-dire que en fait ils ont aidé les équipes à trouver leur rythme, leur fonctionnement. En fait, on avait posé un cadre commun aux équipes, notamment des sprints de 3 semaines et on va dire une gestion de Jira relativement proche. Mais après, l'idée était que chaque équipe trouve son fonctionnement et son équilibre. Et donc, du coup, on avait des Scrum Masters qui ont puissamment aidé à faire ça, avec des équipes en fait qui sont montées en compétences de façon, on va dire, très personnelle. Donc, il y en a, ça a été assez rapide. Il y en a d'autres où il a fallu retourner. Mais c'est effectivement, je pense que c'est aussi ce qui nous a permis de vraiment monter en compétence et d'être capable en fait d'arriver à des roadmaps avec des rituels de roadmap avec une vision structurée et bien cadrée. Je pense que les Scrum Masters nous ont beaucoup aidé là-dessus. Ouais, donc il y a eu plusieurs, pour partager un petit peu mon expérience des deux contextes, il y a eu plusieurs évolutions. Au démarrage, un Scrum Master plutôt externe et expert de l'agilité qui vient apporter des pratiques qui ne sont pas bien intégrées pour l'instant dans les équipes. Donc des Scrum Masters qui sont plutôt partagés entre les équipes, 1 pour 2 chez VP, 1 pour 3 chez DPD. Et puis progressivement, finalement, les équipes prennent leur autonomie et le Scrum Master externe s'efface
au profit de quelqu'un en interne de l'équipe qui l'a formé, accompagné et qui prend le rôle, que ce soit sur un rôle permanent, en général à mi-temps, ou sur un rôle tournant à l'intérieur de l'équipe avec un changement tous les sprints ou tous les mois ou tous les trimestres en fonction du mode de fonctionnement. Voilà pour la partie Scrum Master. Merci pour vos réponses. Une autre question, toujours d'Emmanuel, sur la roadmap pluriannuelle. Donc, comment est-ce qu'on gère les grandes tendances et comment est-ce qu'on coordonne finalement la vision très macro pluriannuelle, donc la roadmap stratégique, avec comment est-ce qu'on l'aligne avec cette roadmap programme qui, elle, est un peu plus concrète. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner là-dessus, Alexia? Oui. Alors, pareil, ça a été de façon itérative. La première fois, en fait, on a commencé par des roadmaps au trimestre. Il y a un moment où j'ai demandé à ce qu'on fasse des roadmaps en fait, à plus long terme pour se donner des notes d'intention. Donc, vraiment, à la fin de l'année, j'aimerais que mon produit soit bien construit ou bien structuré sur telle problématique et qu'il puisse répondre à tel problème utilisateur et qu'il délivre tel type de valeur. L'idée étant de se dire, en fait, je plante un drapeau et j'essaie de voir si j'atteins mon drapeau d'ici la fin de l'année. Après, on est allé un petit peu plus loin et on a fait l'exercice en fait entre leads d'essayer de poser la vision de ce qu'on voulait en fait pour ce front, que ce soit d'un point de vue technique, d'un point de vue UX, d'un point de vue produit et d'un point de vue business, et pour justement nourrir en fait les équipes et les aider derrière à mieux construire la note d'intention, à aller plus loin. Alors après, le truc, c'est qu'assez vite, on est rentré, on était dans cette itération-là, vraiment d'essayer de construire. Alors, on n'est pas allé à la vision à 3 ans, c'est vrai qu'on n'est pas allé à la vision pluriannuelle. On était sur cette route-là, et puis en fait, il y a une convergence qui s'est mise en place, on est passé plus en mode projet. Donc, peut-être ce qu'on peut remarquer d'intéressant chez VP, c'est aussi la mise en place des OKR. Et en fait, les OKR aident aussi à aligner la roadmap par rapport à une vision un peu plus stratégique d'entreprise. Donc, chez VP, il y avait des OKR annuels, c'est-à-dire des objectifs stratégiques fixés par l'entreprise pour l'ensemble des périmètres. Et il y avait une déclinaison dans chacune des tribus. Donc, le front était une des tribus, déclinaison de ces OKR. Et je pense que le lien peut-être entre OKR et roadmap était à ce moment-là assez fort. Les OKR étaient sur la roadmap, littéralement. En fait, on faisait une connexion directe entre les streams, justement, on va dire produits, c'est-à-dire les enjeux auxquels veut répondre le produit étaient directement connectés. Donc, pour répondre à Emmanuel, donc on peut avoir une vision de la stratégie, que ce soit dans une roadmap stratégique ou dans d'autres formats, et on va décliner au sein de notre périmètre finalement comment est-ce que notre roadmap va contribuer à cette vision stratégique, à ces OKR. Ouais, mais nous c'est pareil, on avait une roadmap stratégique à 3 ans. L'objectif était très clair et partagé par tout le monde. Et finalement, cette roadmap programme qu'on définissait à 1 mois, 2 mois, 3 mois ou 4, enfin bref, c'était une déclinaison de cette roadmap stratégique. Et l'objectif était très très clair, a toujours été très clair. Et donc la roadmap programme permettait de faire avancer pour contribuer à atteindre cet objectif de vision stratégique. Alors là, on commence une deuxième phase. Là, il faut qu'on redéfinisse cette vision stratégique. Et puis après, on va la décliner toujours sur cette vision programme. Alors justement, ça m'encourage à poser peut-être cette question-là. Depuis ce que vous nous avez raconté là, finalement, qu'est-ce qu'il est passé? Tu parlais d'une nouvelle phase. Alors peut-être on peut rentrer maintenant justement dans et pour demain, que va-t-il se passer dans ces équipes? Donc on avait cette première, quand on a commencé le projet, on avait cette vision à 3 ans qui était très claire. Là, on est à la charnière entre la fin de cette première phase et le début d'une deuxième phase. Donc on a mis en place toute la plateforme. Et donc là, on va pouvoir imaginer d'autres usages de cette plateforme. Et donc vraiment, on est à cette frontière-là. Donc c'est aussi mon rôle de définir cette vision avec l'ensemble des parties prenantes, notre direction opérationnelle, notre direction marketing. Donc on travaille ensemble pour définir cette vision. Et par rapport à cette transformation agile pour laquelle vous nous avez aidé, donc c'est vrai qu'on a commencé sur le périmètre vraiment orienté programme Fast Track.
Ça s'est très bien passé. Et donc là, on a cette volonté d'étendre ce mode de fonctionnement à toutes les autres entités de la DSI et tous les autres projets. Donc en fait, on continue cette transformation pour bénéficier de tout ce qu'on a mis en place sur Fast Track et puis d'aller plus loin et vraiment sur cette transformation agile de l'ensemble de la DSI. Merci Stéphane. Et toi, Alexia, tu travailles plus chez VP aujourd'hui, mais tu as des nouvelles. Comment ça se passe aujourd'hui? Il y a donc des conversations que j'ai en fait de temps en temps avec les membres de mon ancienne équipe, les anciens membres de mon équipe, je ne sais pas. Ils utilisent toujours ce format. Alors je sais qu'ils sont en train de changer. Ils me disaient qu'ils avaient été un peu plus parce qu'ils avaient perdu l'historique, parce qu'ils sont en train de sortir de Miro pour passer sur un autre support. Et ce qui est probablement un peu dommage, mais ils sont quand même toujours sur la même logique de rituel, etc. Donc c'est que ça fonctionne pour eux et qu'ils n'ont pas eu besoin en fait de faire mieux, en tout cas, en termes de planification. Après, je ne sais pas où ils en sont sur les OKR. Ce qui est intéressant, c'est que les rituels ont duré au moins 3 ans et On les a mis oui, c'est vrai. Ça fait en place début 2018, donc s'ils sont encore là, ça fait 5 ans. C'est pour ça qu'il y avait encore des post-it, parce qu'à l'époque, on pouvait encore avoir des équipes sur un même plateau et travailler avec des post-it. Aujourd'hui, on doit travailler un peu différemment. Moi, j'ai terminé les questions. Dans le chat, j'ai pas vu d'autres questions, mais il nous reste encore 5 minutes. La parole est à vous. Si vous souhaitez ouvrir votre micro et poser une question à nos invités, n'hésitez pas. Non, moi, j'ai pas de questions, c'est juste. Vous m'entendez? Oui, Ok. En tout cas, merci pour ces feedbacks. Parce que moi, sur mon périmètre, j'ai un gros chantier en cours, une grosse roadmap à finaliser, en tout cas un premier jet à présenter. De l'organisation et du fonctionnement, je me rapproche plus de VP, de ce qui a été fait. Et j'aime beaucoup l'approche de. Vous avez testé des trucs qui ne fonctionnaient pas, vous avez retesté des trucs. Et c'est hyper collaboratif avec les stakeholders, donc je pense devoir m'inspirer de ça et je vais le faire. Et en tout cas, merci pour Cerex. C'était vraiment intéressant. Merci beaucoup pour ton feedback, Idrissa. Est-ce que quelqu'un a une question? Alors, si pas de questions, super webinaire. Merci Guillaume. Merci à tous pour votre participation. Un grand merci encore une fois à nos deux invités, Stéphane et Alexia. C'était super intéressant. Je trouve qu'on a abordé plein de questions et que les questions amenées par l'audience étaient vraiment super. Pour vous participants, eh bien, 2 choses. Vous allez recevoir un lien avec un questionnaire de satisfaction. Donc, nous aussi, nous sommes dans une phase d'amélioration continue permanente. Continue et permanente, c'est la même chose. Donc, on est dans cette phase-là. Donc, on est bien sûr preneur de vos feedbacks. C'est super important pour nous pour essayer de construire de meilleurs webinaires demain. Vous recevrez également les slides et un lien vers le replay. N'hésitez pas à partager ça dans votre entourage. Et puis, Christophe et moi sommes à votre disposition pour échanger avec vous si vous souhaitez aller plus loin avec nous. Merci à tous. Nous allons clôturer la session. Bonne fin de journée et merci d'avoir pris ce temps ce matin avec nous. Bonne journée à tous. Merci. Merci beaucoup.